C'est parti. Oui, c'est parti. Salut Anne-Claire. Salut. Je suis ravi de t'accueillir donc dans ce format À vous les studios, format un petit peu spécifique sur Aventure Humaine. On va plonger dans ton aventure entrepreneuriale et podcastique. Avant de plonger du coup et de nous immerger, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors, je m'appelle Anne-Claire Leca et j'habite à Barcelone, qui est ma ville de cœur, la ville où j'habite depuis 5 ans. C'est une ville qui est importante pour moi parce que c'est un peu l'endroit où j'ai réalisé pas mal de mes rêves, vivre à l'étranger, lancer mon entreprise, vivre dans un pays qui parle espagnol, vivre près de la mer. Et je pourrais parler des heures de cette ville parce que vous l'avez compris, je suis passionnée. Et au quotidien, j'aime bien me promener dans la rue et chercher du street art sur les rues, et c'est une ville qui le propose aussi beaucoup. Et à titre professionnel, j'accompagne des entrepreneurs et des podcasteurs à augmenter leur visibilité grâce à une meilleure marque, une meilleure stratégie de communication, de création de contenu et de communauté, et de voir comment est-ce qu'ils peuvent développer leur podcast et faire en sorte qu'ils soient toujours alignés avec leurs objectifs, mais qu'ils produisent des résultats aussi. Voilà. Super, très concret. Effectivement, tu es tombé dans le podcast avec un projet, avec une ambition, je crois, énorme. Énorme, ouais. C'était oser entre guillemets d'affronter Apple Podcast, Spotify, des choses comme ça. Exactement. Moi, je t'ai connu à cette époque, donc d'Eco Factory. Eco Podcast. Eco Podcast, qui a été transformé en Eco Factory. Exactement. Eco Factory, ouais, c'est l'offre pour les podcasteurs indés, donc ce système d'accompagnement et de conseil. Et en fait, initialement, en 2018, je suis à Paris, j'habite à Paris, donc je suis une personne totalement différente de celle qui parle aujourd'hui. Ouais. Je suis en CDI, j'habite à Paris, je suis pas encore maman, et en fait, je suis super heureuse dans mon travail, mais j'ai un peu une petite sonnette d'alarme qui me dit, franchement, fais attention aux autoroutes, parce que c'est souvent le meilleur moyen d'oublier ses rêves. Donc cage dorée, quoi. Voilà, cage dorée. Et parmi mes rêves, il y a écrire un livre et faire un stand-up un jour, mais il y avait aussi lancer ma boîte, parce que mon mec, lui, il est entrepreneur, et je voyais à quel point il s'éclatait, et je me disais que c'était pas accessible à moi. Et en fait, de voir si proche de moi quelqu'un que je connais qui est humain, qui arrivait si bien à le faire, je me suis dit, en fait, finalement, c'est peut-être pour moi. J'ai commencé à réfléchir, à trouver un projet. Je trouvais pas vraiment le truc qui me faisait dans le ventre, là, de genre, j'ai vraiment envie d'y aller. Trip. Et en fait, à un moment, je me dis, c'est pas grave, j'abandonne, ça viendra quand ça viendra. Et à côté de ça, je suis une personne qui adore découvrir des nouvelles choses. Et il y a une valeur qui est très forte pour moi, c'est que je suis féministe depuis que je suis toute petite. Et j'en avais marre de répondre toujours aux mêmes objections de vous les féministes, vous aimez pas les hommes, etc. Toujours les trucs un peu bateaux qu'on me sortait. Je me disais, va falloir que je trouve une manière de répondre, parce que je sens intuitivement que ils ont tort, mais je sais pas leur expliquer pourquoi. Et donc je tape sur internet interview féministe, donc BABA. Et là je tombe sur Nouvelle École podcast. Et je dis mais what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Lorraine Bastide pendant 1h30 au micro de Antonin Archer, ensuite Charlotte Pudlowski, ensuite Alice Zaguri, et je fais mais c'est un truc de malade ce que je viens de trouver, et genre je suis tellement heureuse de les entendre parler. Binge à fond, je binge toute la série. Ouf et tout, et puis du coup ça me permet de connaître d'autres podcasts, et je dis mais je suis tombée sur une mine d'or, parce que je regarde autour de moi, personne n'écoute des podcasts en 2018. Et donc je commence à prendre contact avec des podcasteurs, notamment l'association Podcastéo. Je vais prendre une bière avec eux au Grand Contrôle, Gare de Lyon, et je découvre que eux, côté podcasteurs, ils créent du contenu avec lequel ils mettent toute leur énergie, leur passion, tout leur cœur, mais ils disent non mais les gars, on sait pas si des gens nous écoutent, si on voit des stats, mais il y a personne qui nous parle. Et du coup je me dis mais en fait il y a une rencontre qui ne se fait pas entre un public qui, comme moi, pourrait découvrir des choses de fou qui correspondent à vraiment leurs intérêts, et voilà. Et de l'autre côté, des podcasteurs qui passent du temps à créer du contenu et qui n'a pas de retour. Et comme tu dis,
ambition de ouf, je me dis, voilà, ma solution pour créer cette rencontre, c'est que je vais faire une application de recommandation de podcast. Parce qu'en fait, le CDI dans lequel j'étais en agence de communication digitale. Ouais, donc tu connaissais déjà quand même je connaissais le game, je savais concevoir des sites internet, concevoir des produits digitaux, des stratégies, etc. Et donc du coup, c'est ce qui me vient en tête spontanément, de créer un produit digital pour répondre à ce problème que j'observais. Et là, franchement, toutes mes pauses déj, la nuit, je plonge dedans, je fais mes maquettes, je trouve un copain qui me design mon identité. Et comme tu dis, c'est vrai que la partie ambitieuse, j'ai mis longtemps à l'assumer parce que c'est un peu un gros mot d'être ambitieux. Et en fait, ambitieuse encore plus. Ouais, ambitieuse encore plus. Et en fait, j'ai été ambitieuse parce que j'ai voulu faire quelque chose de hyper beau, hyper parfait, hyper complet. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En 3 mois, j'ai lancé mon application, donc je suis allée hyper vite. Pour ceux qui ont déjà lancé des applications, c'est très rapide. Et au max, il y a eu combien de podcasteurs dessus ? Référencés, tu sais? Oui. Ouais, des milliers. Des milliers, hein, ouais, c'est ça, des milliers. Donc j'ai lancé une première version, après j'ai lancé une deuxième version, j'ai créé un blog pour créer du contenu autour de cette application. C'était une application vraiment avec un aspect humain. Tu suivais des gens qui te recommandaient des choses avec un côté réseaux sociaux. Donc c'était un peu visionnaire en fait finalement ce que j'ai lancé. C'est encore aujourd'hui le sujet au centre des plateformes. Exactement. Que peu encore arrive à craquer. Il y a plein de tests et de choses comme ça, mais on n'a pas craqué le truc. Non, ça c'est sûr, on en est loin. Et moi, je l'ai pas craqué non plus. Ouais, c'est sûr. Parce qu'au bout de 2 ans, j'ai décidé d'arrêter ce projet. C'était trop chronophage, trop lourd, trop coûteux. Et toute seule. Ouais. Et je maîtrisais pas les compétences clés aussi. Je travaillais avec des personnes qui étaient vraiment super. Virgile, un super développeur. Mais il y a toujours un écart entre ce que tu exprimes et ce qui est exécuté. Ça, tu le sais de toute façon quand tu es entrepreneur. Mais quand c'est la personne qui exécute qui n'est pas toi, eh ben une certaine dépendance qui se crée et un peu un décalage. Et moi, je suis quelqu'un qui est ambitieux aussi dans la qualité de ce que je propose et ça va créer une grosse frustration à force de pas proposer un produit qui était à la hauteur de ce que je voulais. Bien sûr. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Je rebondis, je me suis dit de quoi j'ai besoin. Parce que là, franchement, en fait aussi j'ai tout fait en même temps. Je suis devenue maman. J'ai changé de métier. J'ai lancé ma boîte. J'ai changé de ville. J'ai changé de pays. J'avais plus mes amis, de culture. Je suis devenue maman, donc j'ai tout fait d'un coup. Et je me suis retrouvée fin décembre 2019. Je pleurais tout le temps. Donc ça ressemble un peu à un burn-out ce que j'ai fait. Et donc du coup début 2020, je me dis de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de reconnecter à nouveau parce que du coup j'étais immensément seule en fait, de travailler vraiment toute seule sur ce produit tech et tout. Un peu plus de légèreté. Plus de légèreté, des choses où je peux voir directement le résultat de mon travail. Et Ecofactory est né. En accompagnement. Fait, parce que il y a quelqu'un qui est venu me voir. Ok. J'avais créé des événements, des rencontres. Et un peu sous un forme de TED Talk avec un cocktail, ce qui ressemble un peu à ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et il y a un podcasteur qui est venu me voir en disant coucou, j'ai telle problématique sur mon podcast. Et en fait, spontanément, je contactais les podcasteurs que j'aimais bien pour leur donner des conseils de com parce que c'est mon truc, la com. C'est vraiment ce dans quoi j'ai étudié et puis j'ai travaillé en agence. Et il me dit non mais je veux pas tes conseils gratuits, je veux te payer, Anne-Claire. Et là, ça me fait une mission. Mais en fait, pourquoi t'es allé chercher si loin? Pourquoi est-ce que t'es allé chercher si loin? T'as créé une application, etc. C'était vraiment très très ambitieux, mais tu vois, peut-être que j'ai voulu monter l'Himalaya en tong. Fais un truc que tu sais faire, que tu peux gérer au quotidien. Voilà. Et du coup, c'est arrivé comme ça. Moi, j'avais une question du coup tout de suite qui me vient. Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur parce que tu n'avais pas lancé de podcast? Oui. Est-ce que on te l'a dit? Est-ce que toi, tu te l'es posé cette question? Est-ce que j'ai besoin à ce moment-là de lancer un podcast pour aussi avoir ton propre laboratoire ou ta propre vitrine? Ça a été un peu ambivalent mon sentiment à ce propos parce que j'ai toujours été claire sur le fait que moi j'accompagnais pas les gens sur la technique. J'accompagne les gens
à rendre leur contenu plus attractif, mieux raconté, à le rendre plus visible et à construire une stratégie pour attirer les bonnes personnes en fonction des objectifs. Donc ça, c'est de la stratégie, c'est ce que j'ai toujours fait. Et c'était donc, ton métier. C'est mon métier. Et voilà. Et j'ai pas de syndrome de l'imposteur, non. Je suis très bonne là-dedans. Et là, l'idée, c'est d'appliquer ça à un produit qui est le podcast. Et à côté de ça, j'écoute je sais pas combien de dizaines d'heures de podcasts par semaine. Donc, je me suis aussi créé une sensibilité à force d'écouter. Et j'ai un esprit qui marche comme ça. Je suis très forte pour regarder ce qui se fait et puis trouver des schémas, trouver des idées, faire ma propre recette, tes etc. outils ou tes méthodes. Donc là, j'étais comme un poisson dans l'eau. Néanmoins, au bout d'un moment, j'ai vu les limites de ce format pour 2 raisons. Parce qu'on me posait la question, et toi, t'as un podcast, et je sentais que ça dérangeait les gens, ce que je peux comprendre. Et deuxièmement aussi, parce que en tant que pro, j'ai un peu je fais attention à pas avoir ce que j'appelle le syndrome du prof de sport. T'as sûrement eu un prof de sport en 4e, bedonnant, qui te dit comment fait la rondade, mais qui sait plus faire de rondade et qui t'acceptera pas de faire de rondade en public parce qu'il a peur de se toller. Il l'a fait il y a 20 ans. Ouais. Et je me suis dit, toi, ça fait 2 ans que t'accompagnes les gens, donc sur la com, etc. Mais il va falloir faire attention que tu te trompes pas dans le syndrome du prof de sport et que t'ailles mettre les mains dans le cambouis parce que ça va me permettre de confronter certaines idées que j'ai à la réalité et surtout, ça va m'en donner des nouvelles. Ouais. Et ça, c'est très important pour moi de me renouveler, trouver des nouvelles idées. C'est un vrai laboratoire. Et j'ai vu ça comme l'occasion de créer mon propre laboratoire. Voilà. Antipop est né. Donc Antipop est né. Est-ce que tu as une idée donc entre le moment où tu te dis allez je me lance et le moment où c'est en ligne, qu'est-ce que tu fais et comment et combien de temps ça prend? Je fais ma technique préférée. Je me mets la honte en public. J'ai fait un building in public où j'ai annoncé un engagement. Dans 45 jours, je lance mon podcast. Et j'ai créé une newsletter LinkedIn qui était dédiée à ça. À côté, j'ai une newsletter classique dans laquelle je partage mes conseils, mais une newsletter LinkedIn pour scénariser le truc. Et j'ai dit, ça fait 1 an que je le procrastine parce que j'avais déjà essayé, mais j'étais enceinte, j'avais pas l'énergie et tout. Là, je suis décidée à y aller. Dans 45 jours, vous aurez un épisode dans vos oreilles, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte, comme on dit en ce moment. Et donc, du coup, semaine après semaine, j'ai documenté mon avancée. Ce qui était facile pour moi, c'est que je connaissais toutes les étapes par cœur. Il fallait juste que je les fasse. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai donc enregistré un certain nombre d'épisodes, mais encore une fois. Est-ce que tu as parce que j'imagine que avec ton expertise et ce que tu proposes, tu as vraiment embarqué les gens, tu as posé plein de questions avant de toi-même, on va dire planifier et créer cet édito. Je pense que tu l'as pas fait toute seule dans ton coin. Non, moi c'est vrai, comme tu dis, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'aspect collectif de tout ce que je fais. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une vraie aventure humaine dans le sens où en agence, j'ai été formée à la co-construction et au système d'intelligence collective, à la facilitation, au creative thinking et tout. Et donc, du coup, je l'applique toujours à tout ce que je fais, tous les projets que je lance. C'est-à-dire que il y a toujours une étape de discussion avec les gens à qui je destine mes produits. Je le faisais aussi pour mon application. Donc j'ai posé la question de quoi ils avaient besoin. J'ai fait ma recherche utilisateur en notant les questions récurrentes et j'ai travaillé sur un premier concept pour une saison 1 qui était le fruit de mes échanges avec ma communauté. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis dans le milieu du podcast indé et j'avais créé une communauté sur Discord notamment où il y a plusieurs centaines de podcasteurs et du coup ça me faisait un bassin privilégié pour déjà m'aider à avancer parce que ça aide à prendre des décisions, à m'appuyer sur le groupe en fait pour me motiver, pour prendre des décisions comme je disais et aussi pour m'assurer que mon contenu il est pertinent et sur mesure pour les personnes à qui je dédie mon podcast qui sont les podcasteurs indés. Voilà. OK. Est-ce que tu as eu des galères, des anecdotes un peu croustillantes comme on cherche toujours dans cette période d'enregistrement, dans cette période de pré-lancement? Est-ce qu'il y a des choses qui
tu n'aurais jamais imaginé que ça puisse foirer comme ça, mais bon, ça a pas pris le chemin que tu espérais. Il y a 2 galères qui me viennent, qui sont pas en période de pré-lancement, c'est après le lancement. C'est que, comme toujours, j'aime bien aller faire des choses un peu originales, qu'on voit pas partout. C'est peut-être mon ego, c'est ma fierté, mais aussi parce que c'est mon côté laboratoire. J'ai envie de tester des nouveaux trucs. Et j'avais entendu parler sur un autre podcast d'un système d'épisodes collectifs, où en gros, tu fais appel à ta communauté, tu leur poses une question, tu récoltes leurs réponses, et puis après tu crées une espèce de medley de toutes ces réponses que tu vas ensuite articuler autour d'un fil rouge que toi, en tant que host, tu fais. Télé, exactement. Un peu au style Le Code a changé de Xavier Delaporte, qui est un podcast que j'adore. Donc tu vois, la meuf, elle va prendre son truc là direct. C'est France Inter, c'est ça? France Inter. Ouais. Boum. Le mec est trop bon et tout. Et je me dis très bien, je vais faire ça. Et donc j'organise mon épisode collectif. Donc niveau process, tout va bien, j'ai mon calendrier, j'ai tout mon process, etc. Arrive le moment du montage. Et donc il faut dérocher 4 pistes. Ensuite je voulais pas faire les choses comme... Donc, bien sûr, je prends un petit fragment d'une piste que je mets là, etc. Beaucoup d'éditorial. Et après, par-dessus, je dois rédiger ma voix off qui doit faire le lien avec tout ça. Sauf que il faut compter sur Audacity qui plante au milieu de mon montage et je perds tout. Et donc, du coup, je me dis, mais meuf, tu le sais, tu commences par simple, même si tu connais beaucoup de choses sur le podcast, il y a des choses sur lesquelles tu dois monter en compétence, tu fais des choses simples, va pas chercher tout de suite le truc compliqué. Ça sera peut-être la saison 2. Ça sera peut-être la saison 2. Donc, j'en ai sorti 3 épisodes collectifs comme ça, donc c'est vraiment bien, et puis ils sont super cool, le contenu est vraiment super cool, mais j'en ai chié. Deuxième galère, donc je suis maman de 2 petites filles et avec la fatigue, etc. J'ai commencé à choper toutes leurs maladies infantiles, donc bronchiolite, bronchite et tous les trucs en hit que tous les jeunes parents connaissent. J'ai commencé à les choper et donc du coup nez bouché en permanence, la voix défoncée, énergie créative zéro. Donc là, on sort jamais les micros. On sort jamais les micros et quand tu les sors, tu dis genre ça va pas être possible. Et donc du coup, j'ai fait une pause de 4 mois au milieu de ma saison 1 parce que j'avais plus d'épisodes d'avance et j'avais pas le jus les gars. C'est OK. Moi oui. Pas pour moi, oui. Ouais. Non mais faut le rappeler parce que quand on a écouté Mathieu les petites histoires ce matin. Donc on est à l'événement des podcasts et des thunes organisé par Laurent Bois. Il s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. 2 épisodes par semaine, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, niveau santé, niveau énergie. Donc non, c'est totalement OK. Tu le dis, je le dis aussi. Nous, on a fait une pause aussi dans Aventure Humaine et voilà, ça, c'est quand même nous en priorité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours un peu de recul et je prends avec des pincettes les injonctions qu'on entend trop souvent. La régularité, c'est clé. Il faut sortir un épisode par semaine, sinon ton podcast, il va pas décoller. Ton podcast, il décollera pas si t'as crevé en chemin. Donc, si toi, tu te respectes pas, ça marchera pas. Et moi, ma solution à ce genre de dilemme que j'ai, parce que bien sûr, t'as envie de rentrer dans le cadre, et bien sûr que si les gens disent ça, c'est que d'un côté, ça doit marcher, on est d'accord, mais à quel prix? C'est la transparence. C'est que du coup, je l'ai dit à ma communauté, je dis les gars, franchement, je suis au bout du rouleau en ce moment, j'arrive pas à communiquer. Je crois que j'ai pas sorti beaucoup de newsletters à ce moment-là, j'ai arrêté de communiquer aussi. J'expliquais, j'ai dit franchement j'ai 0 jus, donc j'ai travaillé sur d'autres sujets plus de long terme pour l'entreprise et puis je reviens. Là je suis content des contenus que je vais sortir. J'ai même toute ma saison 1 elle est programmée à l'avance et j'ai commencé à travailler en avance sur ma saison 2. Donc voilà, je suis repartie dans un bon rythme et on est là pour le long terme de toute façon. Ah oui, ça c'est un très très long game. Qu'est-ce que tu as fait pour partager, pour on va dire promouvoir du coup ce podcast? Est-ce que tu t'es appuyé sur des ressources que tu avais et déjà construites? Est-ce que tu as innové? Est-ce que tu as testé des choses?
En fait, ce podcast, je l'ai conçu comme une des briques de mon écosystème. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire avec mes clients et donc je me le suis appliqué à moi-même. C'est-à-dire que mon podcast, c'est pas je l'ai pas conçu comme un média qu'il faut ensuite amplifier. C'est-à-dire que le contenu que je propose dans mon podcast, c'est du contenu que je peux proposer que j'ai pu proposer par ailleurs dans mes newsletters, mais que j'ai reproposé, re-storytellé d'une manière différente, etc. Et revaloriser. Voilà comment je l'ai intégré, notamment par exemple en termes de stratégie de contenu, mais en termes de promotion, j'en parle dans ma newsletter qui existait au préalable, auprès de mes abonnés, aussi auprès de ma communauté Discord, où en fait on fait un débrief des épisodes à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort. Moi, ça me permet d'avoir des retours sur ce que les gens aiment, ce que les gens apprécient, puis d'avoir aussi des idées de sujets complémentaires, des questions auxquelles j'ai pas répondu, par exemple. Voilà, donc ça c'est au sein de mon écosystème. Okay. Et après, là j'ai prévu dans les mois à venir de créer du contenu pour valoriser ce que je propose dans mes épisodes, toujours dans une perspective evergreen. Evergreen, ça veut dire un contenu qui ne périme pas. Et donc j'ai mis en place un process pour créer des pages d'épisodes sur mon blog. Donc du coup ça va permettre de les rendre disponibles à d'autres sources de trafic et aussi créer du contenu plus snack content pour du coup les faire découvrir sur les réseaux sociaux et rediriger vers mon podcast. C'est vraiment un écosystème que je crée. Moi, je cours pas du tout après les écoutes. Ce qui est important pour moi, c'est tester des choses, faire connaître mes services à d'autres personnes, des gens qui me connaissent par le podcast aujourd'hui, et aussi apporter un format de contenu au sein de mon écosystème pour toujours servir les gens avec qui je travaille. Voilà. Est-ce que grâce à ce podcast, à cette première saison, il y a des personnes qui t'ont découverte, des podcasteurs du coup dans ta cible et qui ont fait appel à toi, à ton accompagnement depuis cette première saison? Oui, ouais. Oui, c'est un canal d'acquisition aussi pour moi. Donc les gens découvrent et aussi moi je le vois comme un canal d'acquisition, mais aussi d'activation et de rétention. Donc je fais appel au framework de growth qui s'appelle ARR, A-A-R-R-R. Et donc du coup, oui, c'est un canal d'acquisition, mais aussi d'activation, de rétention, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes me connaissent, ils disent ah tiens, il y a une Anne-Claire Leca et tout, ça a l'air cool ce qu'elle a. Et après, ils regardent un peu ce que je fais. Donc ma newsletter, c'est ça l'avantage d'avoir un écosystème très riche comme celui que je crée sur LinkedIn, sur Instagram, ma newsletter et mon podcast. C'est du coup les gens peuvent explorer et se faire une idée de quelle est ma démarche, quel est mon angle aussi, parce que j'essaye de proposer des choses originales, et aussi quelle est ma personnalité. Et souvent, les gens viennent me contacter, et je me rends compte qu'ils ont écouté un épisode, 2 épisodes. Ça fait plusieurs mois qu'ils t'observent ou qui m'observent, qui sont dans ton giron. Et du coup, quand ils me contactent, ils veulent bosser avec moi. Ils te connaissent par cœur. Exactement, ils me connaissent mieux que moi je les connais. Ça fait presque flipper des fois. Non, ça fait pas flipper du tout, mais je vois que ils sont déterminés, quoi. Ouais. Ils veulent bosser avec moi, et donc du coup, c'est vraiment très chouette. C'est un gain de temps, parce que ceux qui ne feraient jamais appel à toi, ils t'écoutent et ils le savent directement. Et toi, ils ne t'ont pas pollué ton temps. Non. Et inversement, ceux qui adhèrent à fond, c'est bingo. Super. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que depuis toutes ces années que tu es au cœur et de cet écosystème du podcasting, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision et si tu as des intuitions sur l'avenir? Alors, ma vision et mon intuition sur l'avenir. J'ai le sentiment que le podcast va continuer à se développer avec un axe grand public.
On a entendu ce matin Mathieu Genel qui propose des contenus pour les enfants. Donc c'est un contenu qui est plus ou moins grand public, mais aussi que tout l'aspect marque personnelle qui est lié au podcast va beaucoup se développer. Et avec l'émergence des boulots indépendants, le fait qu'on se rend compte en termes de style de vie, en termes de aussi aspiration, en termes d'aspiration aussi pour notre vie, que les boulots d'indépendants sont importants. Et donc il y a du coup cet enjeu de se démarquer, de développer sa propre parole, de montrer ses idées, etc. Et je trouve que le podcast c'est un support super intéressant pour vraiment porter cette évolution de la structure de la structure du marché professionnel. Et aussi, je trouve que cet aspect personal branding, ça va avec la possibilité qu'on se donne de lancer des side projects pour reconnecter avec des parties peut-être qu'on a mis de côté, notre créativité, une passion d'enfance ou quelque chose qu'on a voulu toujours développer. Et du coup, le podcast, dans cette perspective-là, ça va devenir un média personnel, mais comme un journal intime ou comme quelque chose comme ça. Et ça, je trouve ça très intéressant de voir ce qu'on se permet d'accomplir grâce au podcast. On va pouvoir documenter son propre cheminement et parcours et potentiellement opérer après une transition pro ou en tout cas personnelle et évoluer, quoi. Exactement. J'ai encore 2 questions. Est-ce qu'on peut partager un petit peu ton organisation? Oui. Est-ce que tu as une idée du temps que tu consacres à ton propre podcast et quels outils un petit peu tu peux avoir mis en place pour t'aider à automatiser ou à déléguer certaines tâches? Alors, combien je réserve de temps à mon podcast? Je dirais une demi-journée par semaine. Ok. Tout compris. Aujourd'hui, je réutilise... Non, je suis un peu à la fois du batching sur mes chroniques et de l'agile sur les interviews, parce que ma saison 2 va intégrer des interviews, en plus des chroniques que je faisais déjà pour la saison 1 et les épisodes collectifs qui vont rester. Et donc ça, c'est en termes de temps. J'utilise un Notion. J'ai un tableau de bord Notion qui est hyper complet sur lequel je vais gérer tout. C'est la vie. Voilà, de la conception, suivi de production, mais aussi communication. Ce que j'aime bien avec Notion, c'est que ça permet de tout cadrer, tout structurer. Moi, je suis la meuf de la structure. J'ai des structures pour tout. Donc ça vraiment, c'est vraiment clé pour moi. Ensuite, pour tout ce qui est post-production, moi je délègue à Alice des belles fréquences et aussi je travaille avec d'autres ingé-sons pour toute la partie mixage de mon contenu. Pour générer toute la description, la transcription, etc., je travaille avec Apiscribe. Ouais. Notion AI et ChatGPT. Ouais. Je vais faire un live d'ailleurs la semaine prochaine sur le sujet. Et après pour la communication, c'est comme je le disais, je diffuse dans ma newsletter, sur mon Discord, et après je communique principalement sur LinkedIn et sur Instagram. Voilà un peu comment je m'organise. Je réfléchis à s'il y a quelque chose de particulier. Je mets aussi en place beaucoup d'interactions avec ma communauté, comme je disais, des débriefs, des épisodes sur mon Discord, mais je fais souvent des sondages. Là, je fais une FAQ aussi pour voir quelles sont les questions qui se posent sur le podcast, sur moi, pour choper ça, et aussi régulièrement des interviews d'auditeurs et auditrices. Ok, ouais. Super. Donc effectivement, une demi-journée bien chargée. En fait, c'est étalé. Mais c'est étalé, ouais. Parce que plein de petits morceaux. Ouais, comme le podcast, en fait, il va servir toute mon activité. Il y a des choses que je fais pour le podcast, mais qui en fait vont venir enrichir ma com d'un côté ou une idée de formation que je propose de l'autre. Donc c'est assez intégré, on va dire. De quoi as-tu besoin pour continuer à le développer ou continuer en tout cas à le produire et à l'animer? Est-ce que tu as déjà des idées ou en tout cas des axes que t'as pas encore activés parce que tu as besoin de
de quelques petites choses, de temps, de monétiser, de personnes ressources? Je pense que d'être accompagné de quelqu'un pour tout ce qui est notamment la création des transcriptions de tous ces contenus-là. Moi, j'ai bien ma structure, je suis capable de déléguer à quelqu'un aujourd'hui, donc il y a ça. Et aussi, j'aimerais bien reprendre tout ce qui est masterclass, les événements en ligne et tout. J'aime vraiment faire ça et de reprendre ça maintenant que je suis repartie. C'est l'année dernière, j'ai eu un bébé, j'avais tout arrêté. Et donc voilà, reprendre ça, cet aspect live aussi, qui est un peu la dernière brique de mon écosystème, qui permet beaucoup de visibilité, d'acquisition, d'activation, ça aussi. Voilà. Un grand merci Anne-Claire. Merci Gaël. J'ai adoré plonger dans ton aventure que je connaissais un petit peu du coup à distance, et là j'adore parce qu'on plonge et on est au cœur de ton écosystème, de ton aventure, et c'est passionnant. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.